Salut les goths, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de JB, Hippo et Anto. Salut les gars. Salut les Salut gars! team, salut les goats. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un unpopular opinion. Ça va être plutôt simple parce qu'on va chacun notre tour présenter deux unpopular opinions et on va en débattre pour voir si tout le monde est d'accord sur cette unpopular opinion, mais normalement, ça devrait pas être le cas justement. Anto, est-ce que tu peux commencer à nous donner ton avis? Sachant que je précise, hein, les unpopular opinions seront dans la globalité quand même sur cette saison à la base. Après, ça va un petit peu déborder peut-être sur d'autres choses, etc. Mais voilà. Moi, mon premier unpopular opinion, excusez-moi pour mon accent anglais qui est atroce, c'est ça va surprendre peut-être. Pour moi, et je dis bien pour moi, Tom Pidcock a montré grâce à cette saison qu'il est plus polyvalent, notamment qu'un Tadej Pogacar. Qu'est-ce que vous en pensez? Quoi? Mais quoi? Mais... Ah, on a oublié de préciser, hein, c'est aussi essayer de ne pas rire dans la même vidéo. Non, je m'explique du coup avant Ouais, de explique-toi, laisser parler. explique-toi. Explique-toi, il y a des En choses. gros, pour moi, c'est devenu un peu. Alors, il y avait Wout van Aert à l'époque, mais Wout van Aert, pour l'instant, est un peu finito. J'espère, j'ai toujours espoir qu'il revienne un jour à un meilleur niveau. Mais il a prouvé encore une fois cette saison qu'il peut performer partout, dans déjà toutes les pratiques de vélo. Ça, il nous le montre depuis des années. Mais surtout, sur tous les terrains, on l'a vu performant, que ça soit du coup sur les profils plus punchy, sur maintenant de la montagne. Il est performant aussi sur les contre-la-montre. Il est performant sur des étapes qui sont plutôt pavées, comme sur les courses pavées et les Flandriennes. En gros, moi, je lui trouve aucun défaut, même s'il n'est pas le meilleur dans tous les terrains. Sa polyvalence, par rapport notamment à un Tadej Pogacar, montre qu'il est meilleur. Non. JB demande la parole. On écoute tout JB. Je souhaite répondre. Tu as cité plein de trucs où Pitcock est fort, c'est très bien. Est-ce qu'il y en a un seul où il est meilleur que Pogacar? Parce que tu as dit très justement, c'est pas le meilleur dans chacun des domaines, alors que, j'ai hésité à le faire avant, alors que Pogacar, c'est le meilleur dans tous les domaines en fait. Donc bientôt, c'est le meilleur sprinter du monde aussi. Je veux voir un contre un contre Tim Merlier. Donc, ouais. Je pense vraiment que Tom Pidcock, pour le coup, peut être plus rapide que Tadej Pogacar, par exemple. Non, non. Bah, Sur un sprint à deux, moi, ça se joue. ça se joue. Ça se vaut au maximum. Tu peux pas En dire qu'il descente, il est est. meilleur. En Ok, montagne, bien sûr qu'il ok. il est pas meilleur, mais en tout cas, En il est descente, performant. je peux dire, si tu veux. Non, mais il est performant dans tous les domaines et il montre que ça devient un coureur ultime. On lui Bah, pas en reprochait chrono. beaucoup avant. Pas en chrono et en pavé, quand même. Enfin, pour moi, c'est En- un en- bon montagne non coureur plus. moyen, pas plus. Pas en montagne non bon, plus. Hein. un Ouais, bon bon. coureur moyen, En il fait montagne, 9e, il a fait une bonne Vuelta, 9e de donc Liège, il fait 3e de la Flèche Wallonne. Et après, il a prouvé tout au long de la saison qu'il pouvait être performant à tous les endroits. On l'a vu sur les Strade Bon, Bianche, qu'il est performant aussi, même si bien sûr il est moins bon que c'est fait pour lui. Pogacar sur C'est fait pour ce lui à la terrain-là. base. Mais au final, en termes de polyvalence, moi je le trouve meilleur. Donc, Moi, pour donner mon avis, il y a un truc surtout qui me dérange, pour le moment personne n'en a parlé, c'est que pour moi, Pitcock, ce serait déjà effectivement contre la montre, il se débrouille, mais pour moi, il fait que se débrouiller. Hein. Et contrairement à Van Aert qui était très très bon en contre la montre, et aussi en termes de rouleur, hein, je trouve que Pogacar peut vraiment être un rouleur extraordinaire où il peut tenir très longtemps seul, alors que Pitcock, bon alors ça vient aussi de son gabarit où il a un plus petit gabarit, il est vraiment fin. Mais moi, mm. franchement, Pitcock, je ne le vois pas être un très bon rouleur à tenir seul dans la vallée. Hein. Non, mais oui, c'est clair. Et là où Van Aert était très polyvalent, puisqu'il avait aussi ce côté sprint, Pitcock l'a pas du tout. Donc, de ce côté-là, pour moi, il n'y a pas photo. Pogacar est beaucoup plus polyvalent, puisqu'il lui manque au final que le sprint. Sinon, dans tous les autres domaines, il fait partie des top 5 au maximum à chaque fois meilleur du monde. Et Pitcock, c'est pareil, il n'est pas très très rapide non plus. En sprint, pour moi, c'est à peu près pareil entre Pogacar et Pitcock. Et sinon, dans tous les domaines, il est en dessous, voire bien en dessous en chrono.
Et même moi, en pavé, on a un peu vu Pidcock faire des courses pavées, mais il reste quand même bien en dessous d'un Pogacar. Ce sera pas un favori pour le Ronde ou pour le Paris-Roubaix pour moi, pour le moment, Pidcock. Et même en montagne, ça reste léger. Ah, Moi, monsieur Jean-Baptiste Leblanc. je pense que je peux mettre tout le monde d'accord, mais l'unpopular opinion, elle est pas si unpopular que ça si tu dis c'est un des coureurs les plus polyvalents du peloton. Par contre, à partir du moment où tu ramènes Pogacar dans la discussion qui l'explose dans tous les domaines, Non, mais non, pas dans tous les domaines. hormis la descente, Mais même et le peut-être sprint. le sprint où ça peut se discuter, mais moi je veux voir un sprint entre les deux, je pense pas que Pidcock gagne. Euh, Bah, dans tous les autres domaines, il n'y a pas photo. Mais non, mais Pogacar en montagne, il explose Pidcock. Pogacar dans une course de vallon qui est un peu longue, qui est une classique, peu importe, il explose Pidcock. On l'a vu maintes et maintes reprises cette saison, notamment sur l'Estrade Bianche que tu as pris en exemple. Alors que Pogacar en plus s'est cassé la figure. Voilà, tout porte à penser que Pogacar est largement plus polyvalent, donc c'est dommage d'avoir été sur ce chemin. Voilà. Allez, je pense qu'on Euh, peut passer à la suite. Je pense qu'effectivement, on peut passer à la suite et n'hésitez donc pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette unpopular opinion, parce que on a visiblement donc pas tous les mêmes avis. Et donc, je laisse Hippo nous présenter à son tour son unpopular opinion. Moi, je vais continuer de parler de UAE. Et bon, UAE a fait une très grosse saison, quasiment 100 victoires, beaucoup de courses World Tour gagnées. Et donc, bah, il y a deux coureurs qui m'ont impressionné, il y a Pogacar et Almeida. Et moi, je me suis demandé bah, qui était finalement le troisième meilleur coureur de la formation UAE. Et à un moment, je me suis dit c'est Del Toro, mais Bah, j'ai réfléchi et je me suis dit que vu la saison, la fin de saison surtout de Brennan McNulty, c'était peut-être lui le troisième meilleur coureur de UAE. Pourquoi? Del Toro fait une très grosse saison, il passe pas loin de gagner le Giro, mais d'ailleurs au final, en World Tour, il n'y a plus grand-chose. Sur Lombardia, c'est le deuxième leader et il est très décevant. Pendant que McNulty, lui, sur toutes les courses auxquelles il participe World Tour, il va gagner une Tour de Pologne. Bon, après, le Tour de Luxembourg, c'est pas World Tour, mais il va quand même battre un Skelmose. Et il est impressionnant sur les classiques, les classiques canadiennes. Et puis, je trouve que c'est vraiment le coureur complet, l'équipier parfait, toujours présent, toujours là, que ce soit de la montagne, du chrono, même des étapes plus punchy, il peut être là. Et pour moi, c'est lui, le troisième meilleur coureur de l'UE cette saison, et c'est pas Del Toro. Moi, je donne mon avis. J'avais pas du tout pensé, mais effectivement, c'est un truc qu'on peut entendre. Même si le problème, je dirais, c'est qu'effectivement, même si Del Toro, il n'aura pas gagné en World Tour, le niveau des classiques italiennes de fin de saison, elle est quand même assez souvent relevé. Je pense par exemple au Giro d'Emilia ou au Trevale Varesine, et même encore beaucoup d'autres. Et que même si c'est pas du World Tour, le niveau est relevé et il y a beaucoup de coureurs qui sont forts là-bas et que c'est quand même presque tout le temps imposé. Donc pour moi, il reste quand même sur une saison très très grosse. ouais, Monsieur moi j'ai Jean-Baptiste pas grand-chose à dire. Hein. Pas grand-chose à dire, mais Del Toro, il est pas si mal que ça en plus sur le Lombardie, il me semble. Non, mais pas si T'as mal que dit ça, qu'il mais en étant le deuxième coureur protégé du AE, il finit 4 ou cinquième à peu près, je pense. cinquième, ouais, cinquième, Cinquième il de me la semble. course, ce qui est même un peu Ouais. décevant En vu les battant Pitcock au sprint hein, pour la cinquième place. On Voilà. revient. Je dis pas, je dis ça, je dis rien. Mais non, mais enfin pour moi, Del Toro, il a des points hauts qui sont beaucoup plus hauts que les points hauts de McNulty et il n'y a pas Ouais, c'est photo vrai. là-dessus. Après McNulty, il est peut-être plus régulier. Encore que quand il doit être leader, je me souviens c'était pas cette année, c'était l'année dernière, son UAE Tour où il était leader et au final il se trouve lamentablement, Non, mais où il est malade ou je sais pas quoi. Bon, enfin bon, c'est pas l'assurance touriste non plus, donc moi je suis pas d'accord avec toi, mais ça se En vrai, défend comme c'est point bien de que j'ai vue. dit que c'était Ça, la saison dernière, et pas il y a 2 saisons. Oui, oui, non, mais voilà, non, mais enfin, ça se défend, je suis d'accord avec toi, JB. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, Hippo, c'est que pour toi, les courses moins importantes, c'est-à-dire les courses World Tour qui sont moins huppées, le Tour du Luxembourg, tu as donné un exemple qui est, selon toi, devenu la course World Tour de l'année, alors que c'est même pas une course World Tour d'ailleurs. Mais voilà.
elles sont importantes que quand ça t'arrange. Quand c'est Paul Magnier, et on pourra peut-être en parler plus tard, on sait pas. Mais et quand c'est Brandon McNulty, t'as pas les mêmes arguments. Donc, Non, parce tu que prends les mêmes McNulty, arguments, mais dans le sens opposé. il fait 9e du Giro quand même, en étant équipier de Ayuso et de Del Toro. Donc, D'accord. Le Giro, oui. Après, après faire, c'est quand même, faire c'est une quand même bonne un mec qui a place été au... régulier quasiment toute la saison, qui a eu un petit trou d'air avant le Giro, Bien il me sûr. semble, où il est moins là, mais sinon derrière c'est un niveau Non, mais il impressionnant, fait quoi. une très belle saison, c'est Et puis certain. Mais comme disait JB, c'est le les seul à tops suivre de Del Pogacar. Toro font que, on pourrait dire aussi que c'est le seul à suivre Pogacar au championnat du monde. Donc après, bien Bah, sûr, il ils explose n'arrivent Del pas Toro. ensemble, donc c'est pas le seul à suivre. Non, mais Il explose. ça dépend ce que tu entends par meilleur coureur. Est-ce que le meilleur coureur, c'est celui qui a la meilleure moyenne sur la saison? Dans ce cas-là, je veux bien l'entendre, mais moi, ma définition du meilleur coureur, c'est celui qui a le plus de capacité à pouvoir gagner les plus grosses courses. Et du coup, si tu enlèves Pogacar, Del Toro, c'est peut-être, enfin, c'est un des tout meilleurs dans ce compartiment-là. Bah, dans Alors ce que cas-là, tu mets McNulty, non. Ayuso. Non, non. Je ne Ayuso. vais pas aller dans ce débat parce que Ayuso, j'ai failli le mettre dans mes unpopular opinion. Ouais. Ce flop humain. Oh là, putain, merde, il a rejoint Trek, du coup, maintenant, on va... Il prend Hein? Tirreno quand même, il prend Tirreno, Ayuso. Oui, il prend Tirreno, mais bon, on va parler de ses grands tours aussi. C'est un coureur de grands tours, Juan Ayuso. On va pas aller là-dessus. Hein, Moi, je vais sortir un dernier argument et je pense qu'après, on pourra bientôt enchaîner sur le prochain Popular Opinion. Je vais me baser très clairement sur des chiffres en tant que grand scientifique, bien sûr. Tout simplement parce que Isaac Del Toro est troisième actuellement au classement UCI avec 5514 points. Joao Almeida est troisième avec, enfin, je parle des coureurs de UAE. Donc, Del Toro est le deuxième coureur du UAE et Almeida, troisième coureur du UAE. Tandis que je cherche le classement de Brandon McNulty. Brandon McNulty est le quatrième coureur du UAE, mais pointe à la 23e position avec seulement 2153 points. Donc, par ce classement-là, même si c'est vrai qu'il a été beaucoup plus souvent équipier, il est quatrième. Ouais, c'est quoi? C'est quoi, je peux enchaîner du coup. Je change totalement mes zones populaire opinion qui étaient prévues et je pars sur Del Toro est déjà un meilleur coureur de grand tour que Juan Ayuso. Voilà. On a Del Toro qui fait deuxième cette année, qui doit gagner le Giro s'il fait pas n'importe quoi et qu'il a un DS dans l'oreille qui est pas. Je sais pas qui c'était, mais bon, c'était catastrophique. Apparemment, il a jamais regardé une course de vélo de sa vie. Et on a un Juan Ayuso qui, ok, avait fait des super perfs sur la Volta, notamment sur sa première, mais qui depuis fait de moins en moins bien, n'est pas fichu de finir un grand tour, n'est pas Si on fichu reste- de finir un grand tour, et en plus, voilà, il les finit pas, mais en plus, cette Volta-là, voilà quoi. Au bout de la première ou deuxième étape de montagne, c'est déjà terminé, on sait qu'il joue pas le classement général. Alors que franchement, c'est le seul à exploser. Ok, il n'était pas préparé comme il fallait, je sais pas quoi et tout, mais voilà quoi. C'est Juan Ayuso ou c'est. Sur cette saison, moi je te donne raison. Pour le coup, ce qu'a fait Del Toro par rapport à Ayuso sur les grands tours a prouvé que Del Toro était un meilleur coureur de grands tours sur cette saison-là. Après, Del Toro va falloir maintenant prouver sur d'autres courses aussi qu'un Giro avec une concurrence, il faut le dire, qui était assez faible. Et, Ouais, il s'est bah fait après, éliminer comme ça. Donc, Je dirais que effectivement, si on regarde juste les résultats de cette saison et leur âge, on a envie de dire, bah oui, Del Toro, il est plus jeune et il a des meilleurs résultats, donc c'est vrai. Après, il y a quand même pas mal de facteurs à voir. Hein. Je pense à deux facteurs, moi. Le premier, c'est que le fait de ce qui s'est passé sur le Giro, on pense effectivement que la stratégie UAE n'a pas été bonne. En attendant, moi, je reste quand même pas non plus 100% convaincu de ça. On ne saura quand même jamais comment se sentait Del Toro dans le Ouais, Finistère. je suis d'accord. Et non, c'est pas une question. deuxième, C'est pas une question. C'est pas une question. Déjà, il roule après comme si de rien n'était, alors qu'il aurait dû rouler depuis
depuis je sais pas combien de bornes. Il Non, est mais On va pas complètement. réécrire l'histoire, de toute façon. Hein. Non, mais en plus, non, mais tu peux pas dire on sait pas comment il était. Même s'il était pas bien, fallait qu'il fasse un tempo. Ça, on l'a déjà dit, ça a été dit et redit. Il y a même pas, tu peux même pas dire l'inverse. Ça, pour le coup, je suis pas d'accord. Même s'il était pas bien, même s'il était en fringale, il fallait qu'il fasse un tempo. Au lieu de regarder Carapaz comme si Carapaz allait rouler pour lui. Non, mais ça c'est n'importe quoi. Après, Pardon. ça dépend. C'est un jeune coureur qui a encore pas de position de grosse place sur des grands tours. Hein. Oui, c'est pour Ça se ça que peut, je il te se dis qu'il sentait y pas a. bien. Ça se peut, il se sentait pas bien et il s'est dit, bah, je préfère terminer deuxième. Non, mais ouais, moi, on parle d'un Giro comme si Del Toro l'avait gagné, alors qu'il le perd quand même face à Simon Yates, qui était mort depuis 125 ans, et Et qui était que, mort dans le film aussi. et Hein. Qui qui était était mort mort dans dans le le film. film. Et on a tendance à oublier quand même que Del Toro, sur toutes les étapes d'avant en montagne, il est quand même lâché dès que ça accélère. Donc c'est aussi ça une réalité. J'aime pas du tout Ayuso. Hein. Voilà, je fais une petite dédicace à Cam si elle passe par là, mais Ayuso, il a quand même prouvé des choses en grand tour. Si on parle que de cette saison, alors oui, évidemment, mais ce genre de questions, il faut se la poser quand même sur les saisons qui ont précédé. Et même cette saison, sur les courses par étapes, Ayuso a quand même été relativement fiable. Et sur sur la Vuelta, même s'il a une craquante, on voit que bon, en échappée et tout, il est quand même trois jambes au-dessus de tout le monde. Donc ouais, je pense pas Enfin, être que. 3 Je jambes pense pas. au-dessus de tout le monde en échappé quand t'es Ayuso, c'est normal. C'est pas censé être un facteur. Voilà, s'il Ouais, est enfin pas là, 3 il y avait quand même jambes une au-dessus d'Ayuso, domination assez nette de même Ayuso. Jeva, il est au-dessus de tout le monde dans les échappées. Ça en Ouais, fait mais pas Jevine, il fait une un sacrée leader de fin de grand saison tour. aussi. Hein. C'est Mais oui, pareil. mais tout l'UAE est au-dessus dans les échappées. Ils auraient pu gagner avec Rui Oliveira en montagne. En- Et je vais me permettre de donner moi mon deuxième argument parce que j'en avais deux et j'en ai dit qu'un seul. Le deuxième argument que j'ai quand même, c'est que on sait à quel point, et on l'a vu souvent, pour un coureur, son environnement, son équipe et la confiance que l'équipe donne au coureur est importante. Comme on voit à quel point, apparemment, même si je ne suis pas dans l'équipe, hein, UAE et Ayuso, ça se passe très mal depuis le Tour de France de l'année dernière. Hein. Pour moi, enfin ça peut être normal que Ayuso et soit pas au top de sa forme. Voilà. Et Ok. d'ailleurs, j'invite Anto à réagir à ce débat, car on n'entend plus beaucoup, monsieur Antoine Godet. Du coup, voilà, n'hésite surtout pas à nous dire ce que tu en penses et à enchaîner sur ton One Popular Opinion. Mais toi, t'en as pas, toi, Alexandre. Euh, pardon. Euh, non, mais moi, de toute façon, je vous ai laissé parler parce que je j'ai pas grand-chose à dire de plus. Pour moi, Yuzo, c'est un mec que j'ai beaucoup de mal, enfin, j'ai beaucoup de mal avec ce coureur. Et donc, je pense que je serai pas très objectif là-dedans. J'ai déjà donné mon unpopular opinion en plus, donc Timothée, je te renvoie la balle pour nous donner ton premier unpopular opinion. Alors, mon premier Unpopular Opinion, j'en ai déjà parlé hors caméra, mais pour moi, Timen Arensman réalise une mauvaise saison cette année. Je m'explique pourquoi est-ce que je dis ça. Alors, évidemment, je pense que tout le monde va me dire, bon, bah oui, ok, il a gagné 2 étapes sur le Tour de France. Euh, Pourquoi est-ce que pour moi, ça fait pas de lui une bonne saison? Tout simplement parce que Arensman, on l'a vu quand même depuis longtemps, c'est un coureur qui performe que en grand tour. C'est vraiment un coureur de grand tour. Bon, bah, on a perdu monsieur Jean-Baptiste, mais je me permets de continuer mon argument. Je disais, Arensman, c'est un coureur de grand tour. Hein. Et si on regarde, si je ne me trompe pas, sur les 4 dernières années, le pire résultat de Arensman sur une saison, enfin le meilleur résultat de Arensman sur une saison en grand tour, non, je m'en mêle. Son pire résultat, c'est sixième. Hein. Et cette saison, bon, bah, il termine au mieux 12e du Tour de France, qui fait que c'est vraiment moins bien, quoi. Donc voilà mon argument. Je Non, laisse pour répondre. Parce que non, pour je... moi, c'est sa meilleure saison à Rensman. Parce que certes, il y a eu beaucoup de bons résultats ces derniers temps, mais c'était souvent sur des Giro où en fait, il était complètement visible les premières semaines, il perdait beaucoup de temps. Et en fin de semaine, il arrivait à ressortir et aller prendre un petit top 5, mais, ou top 6. Je crois qu'il doit faire top 6 en 2023 quand Pinot fait cinquième. Mais C'est ça. voilà, Ouais. il arrivait en fin de grand tour assez fort en montagne.
Mais au final, ça sert à rien, quoi. Que quand t'es cinquième à 15 minutes du premier, bah c'est cool. Mais là, il allait quand même chercher 2 belles victoires cette année sur le Tour de France, à chaque fois avec la manière, dont une où il sort du groupe de Pogacar et Vingegaard, quand même, hein. C'est quand même assez notable. Alors certes, ils se regardent, mais il fallait quand même pouvoir le faire. Et je pense pas qu'il y en ait beaucoup dans le groupe, les favoris compris, qui pouvaient faire ce que Tim Arensman a fait. Il va aussi chercher une très belle victoire sur le Tour des Alpes, où il passe pas loin de la victoire finale. Il est battu par Storer qui fait une énorme saison aussi. Donc voilà pour Heinzmann. Après, c'est vrai que sur le reste de la saison, j'ai un peu moins de souvenirs de tête, donc je ne pourrais pas vraiment dire ce qu'il a fait. Mais 2 victoires sur le Tour de France, ça reste quand même un très très beau Tour de France. Je pense que c'est peut-être sa meilleure saison à voir avec sa dernière saison du côté de la DSM quand il gagne la Vuelta. Il avait fait une belle année aussi, donc voilà, mais je pense pas qu'on puisse dire que ce soit une mauvaise saison pour Arensman. Un coureur de grand tour qui gagne 2 étapes sur le Tour de France, ça peut que être une bonne saison. C'est vrai Ouais. que je me suis peut-être un petit peu emporté en disant que c'était une mauvaise saison. Mais pour moi, on ne peut pas spécialement dire que c'est la meilleure saison de Heinzmann parce que je viens de regarder effectivement. En 2024, en 2023 et en 2022, il réalise un top 6 sur un grand tour, hein. Donc, c'est quand même assez régulier. Alors que, donc, bah, justement, cette année, 12e, pour moi, c'est. En fait, s'il a pu se permettre de gagner 2 étapes du Tour de France, c'est parce qu'il n'a pas pu assumer son rôle de leader. Et donc, même si ça reste 2 très belles victoires, hein, pour moi, ça reste quand même compliqué de dire qu'il fait une bonne saison. Vas-y. Moi, j'en ai marre avec les bandeurs de classement généraux, en fait. Voilà. À un moment donné, les gars, il n'y a pas que le classement général dans la vie. Va falloir le comprendre ça un jour, que les sprints, ça vaut pour quelque chose. J'ai envie d'en parler juste après. Que les victoires en échappée, quand c'est à la Philippe, tout le monde s'exclamait et disait que c'était Je crois que j'ai formidable planté, en moi. 2018. Alors que quand c'est à Rensman, tout le monde dit que c'est de la merde. Donc, va falloir avoir un peu de demi-mesure. Et, Alors que celles d'Arensman sont meilleures, hein, parce et- qu'ils et- gagnent depuis le groupe des favoris. elles ou sont en à la possession, pédale en plus. Donc, voilà. pour moi, ce qu'a fait Arensman, en tout cas, cette saison, je trouve que c'est de loin sa meilleure saison. Certes, il a été moins régulier sur les classements généraux, mais peut-être que finalement, il s'est rendu compte aussi que c'était peut-être pas un coureur de classement général. Et bravo à lui de s'en être rendu compte. Donc, franchement, très belle saison d'Arensman. Timothée, ta haine envers Arensman est devenue beaucoup trop visible. Oui, et puis pour compléter juste un dernier truc, c'est que oui, je pense que tout le monde préférera gagner 2 étapes du Tour de France plutôt que faire 6e du Giro, parce que déjà 6e, je suis désolé, mais personne va retenir un top 6. Tout le monde s'en fout, t'es même pas top 5, t'es pas podium. Et surtout, quand on regarde le Tour, le Giro 2024 que Tim a cité, et ce que je trouve honteux, parce que déjà, je n'accepte pas qu'on le cite pour son podium qui est exécrable, mais le citer pour un top 6, quand tu vois le niveau qu'il y avait sur ce Giro, je veux bien qu'on dise que cette année, le Tour de France avait un niveau assez bas, et que d'accord, il fait pas top 10 et tout, mais il y a des bonnes raisons. Il était lâché, il a pris les échappées, etc. Mais faire top 6 sur ce Giro-là, derrière Tiberi, qui était mauvais, derrière O'Connor, qui n'a pas été foutu de battre un Geraint Thomas qui avait 48 ans, et un Daniel Felipe Martinez qui fait deuxième, tu sais pas comment, c'est une honte. C'est une honte de citer ça comme une perf. Donc voilà, c'est tout. Moi, j'aimerais. À l'espace de 10 secondes. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête de dire que le Tour de France n'était pas d'un grand niveau au niveau des grimpeurs. Non, je vais y revenir, je vais y Euh, revenir. On en parce reparlera. que du coup, le Giro était d'un faible niveau, le Tour de France était d'un faible niveau, la Vuelta était d'un faible niveau. À un moment donné, vos arguments, genre, je peux plus les supporter. Les grands tours sont jamais bons. Quand c'est des pairs français, c'est jamais bon. À un moment donné, les mecs, il va falloir être positif et dire que Arensman fait une très bonne saison, que Pogacar est un coureur formidable et quand on aime le cyclisme, on aime Pogacar. Point. On aime ce que Maintenant, fait je Pogacar. m'arrête là et je fais ça. Voilà. J'espère qu'on entend du bruitage. Vas-y, enchaîne sur ton unpopular opinion, puisqu'on y reviendra. Moi Ouais. Alors, de quoi Le présentateur t'en donne l'autorisation. Ok, parfait. Bah alors, du coup, moi, mon unpopular opinion, vous en doutez, peut-être pas du tout. Mais pour moi, parce que bon, j'avais beaucoup de choses à dire, mais on en a déjà beaucoup parlé. Paul Magnier réalise une plus grande saison qu'Arnaud Delis et montre
que grâce à sa saison, il est déjà un des meilleurs sprinters français de l'histoire. Waouh. Ah, Bah alors, non. Alors, J'ai dit un petit peu trop de choses à la fois. Bah, attends, Au début- autre chose, ouais. Choisis. Non, en vrai, c'était plus pour descendre Arnaud Delis, mais oui, pour moi, Paul Magny, en tout cas, fait une meilleure saison qu'Arnaud Delis, et ça pose débat, peut-être. Non, mais j'avoue, pourquoi pas tirer sur un coureur qui a eu des problèmes, problèmes de santé mentale pendant la moitié de la saison, qui avait du mal à ne serait-ce que monter sur son vélo. Voilà, enfin, je pense que c'est une bonne idée, mais voilà, bon, c'est pas très cool de ta part. moi, pour Arnaud donner- Delis, Arnaud Delis qui a dit quand même qu'il avait pensé à arrêter le vélo et tout, hein, donc c'est pas cool. pour Pas donner sympa. mon- Respect à toi, Arnaud, si tu passes par là. C'est pas Moi, cool du tout. je donne mon avis à la suite. Alors, c'est vrai que quand même que Arnaud Delis il a été absent une grosse partie de la saison. Du Ouais. coup, c'est plus facile de dire que Magny a plus gagné. Alors, Surtout que ok. Magnier, les victoires en Non, mais Slovaquie. en vrai de ça, vrai, moi, mon unpopular opinion, on a déjà eu ce débat avec Hippo, et au moins, il n'aura pas à parler. Mais pour moi, Paul Magny réalise la meilleure saison des Français. C'est le meilleur coureur français de l'année pour moi, et de très très loin. voilà, on Pour coupera le moi, reste. c'est quelque chose qui est compliqué à dire et j'ai du mal à donner mon avis parce que c'est très compliqué de comparer un coureur de montagne et un sprinter. Mais par exemple, pour revenir sur le fait de Delis, Et pas que sprinter d'ailleurs. un des trucs qu'on critique beaucoup chez Paul Magny, c'est que, ok, il a 19 victoires cette saison, mais il en a que très peu en World Tour. J'aurais plus Que le très chiffre, peu, mais il ouais. me semble Que très peu, ouais. Très peu. alors que par contre, Arnaud Delis, la moitié de ses victoires sont presque des victoires en World Tour, alors qu'il a loupé une grosse partie de la saison. Et surtout, le truc qui ne me va pas du tout, c'est que j'ai quand même cru entendre et place déjà Paul Magny comme un des meilleurs sprinters français de l'histoire. Alors, ok, Paul Magny, bon, ok, Paul Magny, on espère beaucoup de choses pour lui. Dire ça, c'est un peu trop gros quand même pour moi. Paul Magny, c'est quand même 6 victoires World Tour. Hein. Je me permets. Après, il n'y a pas beaucoup de victoires World Tour, mais ok. Sur une saison. Bon. Non, Mais, tu ne réponds merci pas à la Banksy, question. hein, merci Banksy. JB, t'as quelque chose à dire sur Paul Magny? Après, je vous répondrai tous les deux ensemble. Moi, je parle Non, pas. moi je l'aime bien. Je pense qu'on Non, on toi, en tu fait parles. peut-être un peu trop, mais voilà, sa saison, elle est top et c'est super de le voir se révéler comme ça. Après, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Non. Après, faut rappeler que Delis il gagne le René Tour devant Van Der Poel quand même. D'accord. Il y a des choses à pas oublier de la saison de Delis quand même. Il fait le Tour de France aussi qui est quand même plutôt bon. Et pour moi, c'est pas. En fait, je pense que Delis est le coureur que Magny tend à être, mais n'est pas encore. Il est moins quand même puncher que Delis pour le moment, je trouve. Il est plus sprinter pur que Delis. Ah ouais. Donc, Ouais, moi, bah, sur un sprint pur, je pense que. D'ailleurs, il l'avait pas affronté au Grand Prix des. Ah non, il l'avait pas affronté. bah, sur un sprint Mais ils se pur, sont. je pense que Magny est potentiellement devant, mais sur une course plus dure, Delis est largement. Delis est plus fort sur les courses plus dures. Bah, après, Ouais, moi, pour revenir à Magny, je pense que non seulement le nombre de victoires prouve qu'il fait une excellente saison et qu'il fait la meilleure saison des Français, mais c'est surtout que certes, oui, Hippo va me redire que il n'a pas été présent sur le Giro et sur Tirreno, qui est devenu la plus grande ouais, course du monde. c'est vrai aussi. Mais que Tirreno, oui, d'accord, ok. Mais en tout cas, sinon, il a prouvé qu'il était présent à tous les moments de la saison, en tout cas en début, milieu et fin de saison. Et pour moi, enfin, ce qui fait Sauf que. sauf les moments où il perd pas, quoi. Il est Oui, là mais tout le il a quand même temps, été présent dans sauf ces le laps de Giro. temps quand même. Il n'a pas performé forcément sur le Giro, mais il a performé juste après le Giro. Donc, dans un laps de temps, Non, mais après, était. je suis juste, enfin, je suis pas d'accord avec la manière dont tu argumentes, mais je suis pas forcément en opposition avec ce que tu dis. Je pense que le meilleur coureur de français de la saison, ça se discute. Peut-être que Vauquelin, sur qui j'aimerais revenir après, ça tombe bien encore, est meilleur sur cette saison, mais, voilà, ça se discute entre les deux. Je pense Ouais, que vas-y, embraye avec Vauquelin, raconte-nous. Et non, moi, moi je j'ai pense. juste un dernier truc à dire. Hein. Ah, bah, du coup, Non, non, nique voilà, la transition, hein, on ne dira rien. non, mais j'en ai rien à foutre. Ah. Ok, voilà. Je dis, j'allais là pour argumenter Ne nous censurez pas, avec, YouTube, s'il vous plaît. avec S'il vous plaît, ne nous censurez pas. j'argumente avec Hippo qui parlait des victoires World Tour de Paul Magny. En vrai, Paul Magny fait une énorme saison, j'en suis bien d'accord. Ses victoires World Tour, je suis désolé, elles sont frauduleuses.
6 victoires dans le tour, 5 étapes du Tour du Guangxi où la concurrence n'était merci, juste Tim, pas merci. présente, avec une étape du Tour de Pologne, un petit peu mieux, ça reste le Tour de Pologne. Arnaud Delis. Le Tour de Pologne, c'est devenu hyper important quand Brendan McNulty le gagnait, donc moi je comprends plus. Il faut Non, c'était expliquer-moi. le Tour du Luxembourg. Tu mélanges tout. Ah non, il a aussi gagné le Tour de Pologne. Je n'ai pas terminé mon argument. Est-ce qu'on peut me laisser parler, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup, le présentateur. Merci. Ce sera Et donc, pour enchaîner, juste Arnaud Delis, même si on laisse. Alors, ok, on dit que le Tour de Pologne est une très grande victoire, hein, mais donc ça fait qu'il a une victoire dans le Tour contre 5 qui restent quand même un petit peu frauduleuses envers le niveau qu'il y avait. Alors qu'Arnaud Delis, ok, c'est peut-être que 3 victoires dans le Tour, ça reste quand même un classement général du Rennais 8 Tours. La Bretagne classique, qui est quand même pour moi, ok, pas la plus grosse des classiques, mais c'est quand Et même. Paul Magny était là. Et il gagne quand même, comme Hippo l'a dit, sur le Rennais 8 Tours devant Mathieu Van Der Magny est Poel. très mal lancé sur le Tour, la Bretagne classique. S'il est bien lancé, il démonte Delis. Il aurait montré la France entière. On ne peut pas refaire la course. Ouais, exactement. Mais t'as tout dit, Tim, t'as tout dit. Pas de concurrence, juste avant de terminer, pas de concurrence sur le Tour le Rennais 8 Tours. Bittner, on avait Jordi Meus, Arne-Marit, il y avait Fernando Gaviria. Oh mais stop, ça y est. Je veux bien qu'on dise à chaque fois Paul Magny, il a affronté personne. Mais donnez-moi le top 5 des meilleurs sprinteurs français. Après le top 5 des meilleurs sprinteurs du monde, il y a qui? Paul Magny. Voilà. C'est vrai? Et pour moi, il est même peut-être 5e. Après, ça se discute. Parce qu'il y a Merlier, 2e, il y a Milan, 3e, il y a Philipsen, 4e, Coy. Ouais. Et après, Paul Magny, pour moi, il pourrait. Après, il y a un trou, et puis après, il y a beaucoup de monde qui se tapent et qui sont tous très proches. Donc, voilà. Après, c'était mon populaire opinion de base de dire Paul Magny est top 5 des meilleurs sprinteurs du monde. Mais bon, je ne trouvais pas que ça assez unpopular. Ouais, là, c'était bien unpopular. Et moi en fait j'ai la boule au ventre de dire ce que je vais dire. Mais Kevin Vauquelin, là, a réalisé la meilleure saison de sa carrière. Et maintenant, est surcoté. Voilà, c'est ça mon unpopular opinion. Et Kevin Vauquelin ne refera jamais aussi bien que cette saison. Et c'est risqué comme unpopular opinion parce qu'il a que 24 ans. Et il part chez Ineos. Mais moi, je trouve que cette saison, il a surfé quand même sur une vague d'un Tour de Suisse déjà où le parcours lui correspondait à merveille, qui passe pas loin de remporter, ce qui aurait été génial pour toute la France. Et derrière, le début de Tour de France lui correspond aussi comme un gant, et du coup, il prend de l'assurance sur cette première semaine. Il arrive en deuxième semaine avec un petit matelas, etc. Après, il fait des très bonnes performances en montagne, etc. Mais moi, je vois qu'aujourd'hui, on me dit que ça va être un grand coureur de classement généraux pour les grands tours. Ah, moi, je n'y crois pas trop parce que je pense que si le Tour de France avait été fait différemment, avec une première étape de montagne qui arrivait plus vite, par exemple, il aurait sauté et il ne serait pas accroché. Donc voilà, enfin, c'est ça le popular opinion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi, je trouve que ouais, c'est vraiment compliqué de dire parce qu'il a que 24 ans, effectivement. Donc, j'attends de voir, surtout que ce serait par exemple pas étonnant que tu aies raison sur les 2 ou 3 prochaines années et qu'il n'arrive plus à réaliser d'aussi bons classements généraux sur les grands tours, hein. Mais il aurait le temps encore pour moi de vraiment bien progresser en montagne tout en gardant ses qualités de puncher, hein, et donc pouvoir faire aussi bien. Mais je peux comprendre un peu ton argument. Moi, je te trouve très dur avec Kevin Vauquelin. Ah bah c'est le but, hein. Pour le coup, j'ai été obligé de minimiser entre guillemets ses performances par rapport à Paul Magny. Parce que pour moi, Paul Magny fait une meilleure saison. Mais ça ne veut pas dire que Kevin Vauquelin fait une mauvaise saison, loin de là. Et surtout, ça ne veut surtout pas dire qu'il n'a pas de marge de progression. Je pense qu'il a encore énormément à progresser. Et on le voit, il est dans une progression rectiligne depuis ces dernières années. Je ne vois pas pourquoi ça devrait s'arrêter demain. En tout cas, il n'y a rien qui le montre, vu que au fur et à mesure de la saison, il n'a que cessé de progresser. Donc, moi, j'ai un petit peu de mal. J'ai pas dit que sa saison était mauvaise, loin de là. Je sais. Même personnellement qu'il fait une saison qui est au-dessus de celle de Magny. Mais enfin, ça se discute, voilà. Mais Ça se discute je pas. pense On juste discute pas.
Ouais. Je pense juste que, justement, il a fait une saison tellement réussie que les gens pensent que c'est son niveau, comment dire, son niveau de base. Alors que moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de facteurs qui ont joué là-dedans, notamment, par exemple, bah, les profils des courses, tout simplement, qui ne seront pas les mêmes chaque année. Et voilà, après, il y a des courses où il va performer chaque année. Par exemple, la Flèche Wallonne, je pense que c'est vraiment une course qui est faite pour lui. Il l'a montré à maintenant 2 reprises, et je pense qu'il va continuer chaque année de passer pas loin, peut-être même aller la chercher. Mais moi, je parle en grand tour. Je pense pas qu'il performera aussi bien que les gens le pensent. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. En grand tour, oui, là, je suis d'accord pour le coup que je pense que c'est quand même un coureur qui est limité en grand tour et en très haute montagne. Maintenant, je pense qu'il a quand même moyen de faire des saisons encore meilleures que celle-là. Il a quand même le profil pour gagner une course par étape pour le tour, même pour un peu plus gagner en World Tour que cette année. Je suis même pas sûr qu'il gagne en World Tour. Mais, euh, Bon. mais moi, je pense qu'il a moyen de faire mieux, même si ça passe pas par des victoires, enfin par des gros classements généraux en grand tour. Mais si dans 2 3 ans, il prend, je sais pas, un Tour de Suisse ou un Tour de Romandie, un truc comme ça, moi, je serais pas si étonné que ça. Quand on voit la gueule de certains coureurs qui ont gagné ce genre de course, c'est complètement possible vu ses qualités. Après, à voir avec le bonus Ineos aussi, bon, il a quand même réussi à avoir ce niveau-là en courant chez Arkea. Honnêtement, c'était vraiment impressionnant le niveau qu'il a eu cette Ouais, année. c'est vrai. Je pense qu'on s'en rend pas bien compte. S'il arrive à avoir ce niveau-là à Ineos, avec le matériel Ineos, tout ce qu'il y a derrière, etc., ça peut aussi faire très mal. Après, à voir, parce qu'on sait qu'Ineos, il y a eu aussi des gros recrutements. Ils sont allés chercher Derek J. Il y a eu pas mal de rumeurs aussi avec Onley. Je sais pas si ça s'est finalisé. Je crois pas encore, mais à mon avis, ça se fera un jour. Il y a Carlos Rodriguez, Timan Arensman dont on avait parlé. Donc attention aussi à ce que il n'y ait pas une saison un peu plus dure comme il peut y avoir parfois après une très grosse saison. Souvent, ça redescend un peu sur 2 3 saisons. Et si ça arrive, il peut peut-être mettre un peu de temps à revenir à son niveau. Donc on verra. Mais moi, je pense qu'il a encore largement les moyens de faire mieux. Et aussi peut-être un petit temps d'adaptation chez Ineos qui va forcément aux nouvelles structures, nouveaux coéquipiers, nouvelle manière de s'entraîner, j'imagine, par rapport à Arkea. Mm. Donc, C'est une équipe qui est pas française aussi, hein, c'est un environnement qu'il ne connaît pas encore. Et voilà, ça peut. Est-ce qu'il parle comme Yes is the Giroud? On ne sait pas. Hein, donc, franchement, on a Mais, besoin de... juste pour terminer là-dessus, et après on pourra enchaîner avec vous. Mais je pense aussi que malgré tout, c'est un coureur français et qu'on juge beaucoup au prisme du Tour de France, que ce soit bien ou mal. Et que cette année, il y a eu une ferveur populaire qui est telle que c'est un niveau de hype pour lui, même dans sa vie personnelle, qu'il aura du mal à retrouver. Et pour certains coureurs, ça peut être difficile mentalement. Il n'a pas recouru du tout après le Tour de France. Parce qu'il était blessé. Moi, je pense Il était blessé. Hein. oui, mais ça n'empêche qu'il n'a pas recouru après le Tour de France, qu'il soit blessé ou pas. Et mentalement, ça peut lui jouer des tours, entre guillemets, parce que du coup, il est resté sur cette image-là. C'est pas de sa faute, mais du coup, ça peut faire que quand il revient, qu'il n'y a pas cet engouement autour de lui et qu'il tombe, entre guillemets, hein, dans l'oubli pendant quelques mois, bah, ça peut lui faire tout drôle, quoi. Voilà. C'était la fin de mon petit speech. On enchaîne avec Moi, Hippo. je vais me permettre voilà, de donner la parole à Hippo pour son nouvel unpopular opinion. Ben moi, je vais vous parler d'un coureur français, mais moi je vais être positif, pas comme cette aigrie de JB, mais ça on a l'habitude Ouais, je maintenant. suis désolé, je suis désolé. Tu parlais Moi, de Paul Magny ou pas? Hein? Non. Ah. Non. Non, je parlais de David Gaudu, et pour dire que la saison de David Gaudu, au final, quand on fait le bilan à la fin, elle est pas si catastrophique que ça, au vu des éléments extérieurs qu'il y a eu, puisqu'il y a eu beaucoup de chutes beaucoup de problèmes aussi pour Gaudu cette saison. Il commence la saison sur le Tour d'Oman où il est très fort, il va battre Adam Yates et il passe par un prendre le général. D'ailleurs, beaucoup de chutes, beaucoup de galères sur le Giro notamment, qui l'empêche complètement de performer. Derrière, il essaye de revenir, mais toujours des problèmes. Sur le Tour de l'Ain, il fait top 2 de la première étape, après il coule complètement. Et sur la Vuelta, il va battre Pedersen. Donc battre Pedersen cette saison, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à le faire quand même sur un sprint en boss. Donc parfaitement pour Pedersen, il est là, il le bat. Bon, d'ailleurs, malheureusement, il s'écroule parce que ça faisait quand même beaucoup de problèmes pour une saison. Mais au final, tu regardes la saison de Godu, c'est une victoire en début de saison, une victoire sur un grand tour sur la Vuelta. Bon, est-ce que la saison est si catastrophique que ça? C'est sûr que quand on dit Godu, ça fait pas rêver, mais quand on voit les dernières saisons de Godu, on peut se dire que c'est peut-être
un mal pour un bien et que voilà, il a quand même réussi à maximiser le peu de jours où il a été à 100% de ses capacités. Non, mais d'accord. Alors, ça, on est d'accord. Mais être présent dans 2 jours sur, alors je sais pas combien de jours de course il a fait dans une saison, mais quand on est David Gaudu, en tout cas, si on se base sur ce qu'a été David Gaudu, le coureur qu'il est et parce qu'il n'a pas non plus 55 ans, hein, donc bah, pour moi, c'est tellement insuffisant. Même sa Vuelta, il a été présent 2 jours et puis après, on l'a plus vu. Donc Ouais, mais je veux gars, bien qu'on donne maintenant en référence le Tour d'Oman. On donne une chute comme excuse quand après pour Paul Magnier par exemple, on les prend pas du tout en compte. oui, mais là, je dis pas Donc que c'est le meilleur coureur de la saison, donc c'est pas exactement pareil. bah, oui, mais en même temps il a pas gagné 19 courses non plus dans la saison, et heureusement. Mais c'est pas, les, Donc les arguments n'ont pas le même poids non Ouais, plus. Ça n'a pas vraiment de c'est rapport. un ouais, peu mais bancal. tes arguments qui là servent à David Gaudu pour atténuer sa mauvaise saison Oui, te servent oui, ensuite pour pour défoncer atténuer une Magnier. saison, pas pour. Non. C'est exactement Bon, Ouais, les, je les mots je qu'il faut vais trouver. rebondir, Là, je suis pas en train de dire que Godu fait la meilleure saison je des Français. vais rebondir je vais rebondir justement en faveur d'Hippo. Effectivement, si tu avais dit que David Gaudu faisait une bonne saison, j'aurais dit effectivement que j'aurais pas été d'accord, hein. Effectivement, moi, si tu m'avais dit avant la vidéo, sans regarder les stats, Gaudu fait une saison pas si catastrophique que ça, bon, ouais, j'aurais pensé à la victoire sur la Vuelta et je me serais dit, bon, à part ça, il fait une saison de merde. Oui, c'est sûr qu'en vrai, après que tu en aies parlé, je suis d'accord avec toi qu'elle mais n'est pas si normal. catastrophique, Ouais, mais mais on après, est très loin de dire. Elle est pas si catastrophique que ça, mais tout le monde est d'accord pour dire ça, du coup. Elle est pas exécrable. Il y a 2 victoires, mais elle est pour pas, elle nuancer, est très 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 loin d'être suffisante. Elle est même voilà, c'est ça. bien insuffisante. Pour dire, Godu, de toute façon, il souffre depuis 2022 où il fait une perf complètement Bah, extraordinaire 2023. sur le Tour. Oui, 2023 surtout. C'est depuis 2023 qu'il a coulé. Mais si Oui, on non, vous mais moi, ce que dit. je veux dire, c'est que À mon 2022, avis, il il a fait une coulé perf. à cause du Justement, syndrome Kylian Mbappé, hein. C'est-à-dire faut me laisser finir ma phrase. avoir le melon C'est comme que, la caravane du Tour de France. oui, bah là, on part complètement en cacahuète. Mais Pardon. moi, je dis, en 2022, il a fait une perf qui est extraordinaire sur le Tour de France, que personne n'attendait, C'était une qui est blague. largement au-dessus de ses standards, et qui, là aussi, comme je l'ai dit avec Vauclin, mais c'est encore plus vrai pour Gaudu, a mis dans l'imaginaire collectif que Gaudu était ce coureur qui peut aller peut-être chercher un podium de Tour de France, ce qui n'est pas du tout le cas. Du coup, depuis, il fait que descendre, et c'est entre guillemets triste à voir. Il a des galères de partout. Je suis pas Mais d'accord, c'est pas du tout le cas, hein. Il aurait pu en vrai aller chercher un podium sur un Tour de France. Bon, à podium, Juste, non. il il en a, était loin, hein. Il en était loin. Même cette Top 5, saison-là, il oui. en était Podium, loin. non. bah, il a déjà un Mais top 4, donc top 5, forcément, oui, oui, c'est possible. un top 4, mais quand tu regardes le chrono, il était très très loin, même du podium, qui était déjà très très loin des mecs qui jouaient la gagne. Mais c'est pas tant la question, c'est juste que depuis, chaque saison, c'est moins bien. Là, cette saison, il y a pas mal de galères, c'est sûr. Il y a Non, une je suis pas victoire d'accord. il y a une Cette victoire de saison, la du coup, c'est Volta. mieux. T'as dit chaque saison, c'est moins bien. Là, cette saison, c'est mieux, du coup. Bah, t'as une victoire sur la Volta qui cache la forêt, quoi. Mais sinon, c'est Bah, après, les cataclysmique. saisons L'an dernières, t'avais dernier, rien qui cachait la forêt, quoi. Donc, l'an dernier, L'année dernière, il y avait une forêt, il c'était fait l'Amazonie, sixième hein. de la Mais bon. Volta. Il fait sixième de la Volta l'an dernier. C'est pas si mal, hein. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié Quand tu ça. regardes ce qu'il fait cette saison, En puis fait, je me demande justement, sur le tour, il fait ouais, non, sur le tour, il était nul. Non, pardon, David, hein. Pardon, C'est David, pas hein. défense. On t'aime, mais c'est aussi Mais- pour avoir un peu de piment. Vous me connaissez un peu, quoi. non, mais voilà. j'allais dire, Je trouve que je préfère. En fait après, on a dit une victoire d'étape, ça vaut peut-être plus qu'un classement général mid. Donc Qu'un top peut-être que 6 tu en peux plus, on juger. avait dit. Hein. Un top 6, exactement la même Oui, place. un top 6 c'est voilà, ça ne vaut pas grand-chose, surtout sur une Vuelta ou un Ces Giro. bandeurs de classement Mais, généraux, j'en peux plus. mais c'est juste que là, il y a vraiment une étape, il y a un jour où il sort de sa boîte, et le reste du temps, il est même pas dans les débats, quoi. La veille, il est dans les débats, mais sinon, le reste du temps, il est 60e. C'est pas David Gaudu. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, c'est tout ce que j'ai à dire justement, là-dessus. je suis d'accord avec toi, JB. Pour moi, le problème de David Codu, c'est que, en fait, à chaque fois, il met des faux espoirs en français. Il termine quatrième du Tour de France. L'année juste après, on le voit sur Paris-Nice, il bat Vingegaard. On se dit, Ouais, mais fallait waouh, faire de la David Codu est politique, plus trop David. fort, Fallait faire de la Bah, politique. 2019, quand il lance hein. Pinot, là, il m'a mis un beau faux espoir L'année aussi. dernière, Après, il a complètement l'année disparu dernière, sur la fin du Tour de France. l'année dernière, Il a l'année fait dernière, il disparaître floppe sa Pinot, carrément. saison et on Putain. voit faire
une grosse dernière saison de la Vuelta, on se dit waouh, impressionnant. Et au final, là, le début de saison de Vuelta, on le voit à nouveau, il gagne une étape, il prend le maillot rouge, on se dit ah, peut-être encore enfin. Et en fait, non, c'est du flop, c'est quelque chose de fou quand même. Bon, C'est après, c'est ça, la vidéo non, ça la c'était. plus longue de la chaîne, mais ça vaut le coup. Ça, on s'y attendait un Je peu, en vais, vrai, quand on connaissait son niveau sur le Tour de l'Ain, etc. On savait que normalement, il allait rentrer dans le rang assez rapidement au fur et à mesure des jours sur la Volta, quand même. Ouais, mais après, il y a rentré dans le rang et rentré dans le rang. Là, il est rentré dans le rang. Après, Donc Bah, le Tour de après, l'Ain est derrière devenu une le rang, référence et maintenant après, il pour a Hippo. fini Ouais. le mec a été maillot rouge et vainqueur d'étape, donc bon. 97e quand même. Hein. Au classement général. Bah après, une fois que tu passes le top 30, tu sais, Ouais, t'es du, autant ne même pas le noter sur PCS, quoi. Noter 3 petits points, je sais pas. il est du Je, 9-7. je pense, je pense que David Godu, on l'adore, mais on va laisser Timothée nous donner son dernier unpopular opinion. Comme ça, on va pouvoir. Faut finir cette je vais vidéo. donner mon dernier unpopular opinion, qui est quelque chose qu'on entend beaucoup ces derniers temps, comme quoi Pogacar serait devenu le meilleur coureur de l'histoire. Et je ne suis tout simplement absolument pas d'accord. Pour moi, Pogacar deviendra peut-être à la fin de sa carrière le meilleur coureur de l'histoire. Actuellement, ça ne l'est pas du tout. Et tout simplement, je ne vais pas citer des arguments pour lesquels ce ne serait pas le meilleur coureur de l'histoire, mais y a-t-il seulement des arguments pour dire que Pogacar est le meilleur coureur de l'histoire? C'est la question que je pose. Moi, j'en Oui. ai un. Il y a, il y a, Ouais, il y a, oui. il y a 2 ans, enfin, il y a peut-être 2 ou 3 ans, dans les premières vidéos de la chaîne, on fait une vidéo, Pogacar, déjà le meilleur coureur du 21e siècle. Et depuis, le mec a ajouté 2 Tours de France, un Giro, 18 monuments. Voilà, bon, je pense que juste, il y a pas photo. L'autre, je vais l'appeler l'autre, il courait contre des plombiers. Il y a un moment, c'est les mêmes arguments que dans le débat Messi, Ronaldo, Pelé. Genre, il y a un mec, les stats, on sait même pas comment elles ont été comptabilisées, tu vois. Genre, Non, il mais dit, je suis désolé, mais voilà, faut lâcher ça. non, l'argument pour Pogacar, c'est qu'il fait quelque chose que il y a quasiment personne qui faisait avant lui sur un intervalle de temps relativement récent. C'est-à-dire que des mecs polyvalents, il y en avait, des mecs qui gagnaient des grands tours et des monuments la même saison, qui étaient aussi forts, aussi dominants. Il n'y en avait pas, même Froome n'était pas aussi dominant sur les grands tours. Voilà, même Sagan, je sais pas, était pas aussi dominant sur les classiques. Et lui, il arrive à être ultra dominant sur les deux. Alors oui, Merckx l'était aussi, mais Merckx, il y en avait pas mal qui l'étaient. Les Hinault, les mecs comme ça, ils étaient aussi dominants. Bon, c'était pas exactement la même époque, mais dans les anciennes années, il y avait quand même une concurrence qui était moins dense qu'aujourd'hui, et c'était pas du tout aussi professionnel. Alors que là, ce qu'il arrive à faire en étant aussi dominant tout le temps en permanence, je sais pas si c'est le meilleur coureur de l'histoire, parce que c'est dur de comparer les époques, et qu'en plus, voilà, sa carrière est même pas finie. Mais bon, je suis pas loin quand même de le penser que il est déjà le meilleur coureur de Et l'histoire. Il lui champion du manque monde pas, back-to-back aussi. ouais, il lui manque Moi, pas moi, grand-chose. je suis assez d'accord avec toi, Hippo. Et ce qui m'impressionne le plus avec Pogacar, alors est-ce que c'est m'impressionner dans le bon sens, mais c'est que Pogacar, j'ai l'impression que hormis un sprint massif, il peut gagner partout où il a envie de gagner. Dès qu'il a envie de gagner, il peut gagner. Je suis Et Alors, désolé, mais bien sûr que je n'étais pas présent en 1492 quand Louison Bobet, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault gagnaient 12 000 Tours de France. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que le cyclisme que je vois, où on a des preuves et on a surtout voilà, un cyclisme qui est quand même beaucoup plus dense que ce qu'il y avait à l'époque, Pogacar peut rouler sur des coureurs qui sont ultra professionnels, qui sont pas plombiers à côté, qui sont pas charcutiers ni bouchers. Donc c'est surtout ça qui est impressionnant, je trouve, avec Pogacar. Et je pense qu'on ça peut. verra jamais, à partir de ce moment-là, un coureur qui est aussi capable d'autant dominer son sport que Pogacar le fait actuellement. pour répondre à vous trois en même temps, déjà juste un truc, c'est que je suis d'accord sur le fait que Pogacar peut gagner à part un sprint massif sur presque tous les profils, mais ce qui était aussi le cas pour Merckx, du coup l'argument pour moi n'est pas bon. Qui Concernant le affrontait un fait vendeur de que ski quand même. Hein. concernant le fait que Merckx pourrait Les mecs, ils faisaient du ski le week-end, puis après ils allaient faire du vélo. Ça. Ouais. moi donner mon argument, s'il te plaît. Concernant le fait que Merckx courait comme des plombiers, je sais pas d'où est-ce que la stat sort, parce que à cette époque-là, je tiens quand même à rappeler que
le cyclisme, c'était quand même un peu vraiment le sport national en Belgique et qu'il était d'ailleurs à cette époque-là devant le foot, qu'en France, le cyclisme concurrençait le football et que dans les pays européens, c'était pas mal le cas, ce qui fait qu'il y avait encore plus de personnes qui allaient le pratiquer, essayer de le pratiquer en compétition. Du coup, le fait que Non, mais, dire il courait comme des plombiers, je sais pas trop d'où non, mais est-ce que ça blague se à part, Non, mais blague à part, c'est plus dans le sens que Black à part. on le voit bien quand on regarde les écarts. Il y avait des 20 minutes sur une étape qui était mis par Après, ces Pogacar est peut-être coureurs-là, capable de Eddy le faire. Merckx, etc. Le Faut arrêter cyclisme de le était quand même sous-estimer. bien moins professionnalisé. Il y avait une densité qui était beaucoup plus faible. Il y avait beaucoup moins de coureurs, même s'il y en avait pas mal, sûrement plus en Europe. Il y en avait quand même beaucoup moins que maintenant. Et surtout, voilà, il y a eu maintenant un travail de recherche et de développement au sein des équipes qui a fait que toutes les performances se sont rapprochées, sauf avec un coureur, Tadej Pogacar. Alors, Moi, juste pour finir je donne juste un argument tout de suite et je te laisse parler JB. Le seul truc, alors je peux entendre ça, mais donc pour moi, on ne peut pas utiliser le terme meilleur coureur de l'histoire. Si on utilise l'argument du fait qu'il y a eu une énorme progression technologique, on peut parler des meilleurs coureurs du 21e siècle. Et là, pour moi, il n'y a pas débat. Effectivement, Pogacar est le meilleur coureur du 21e siècle. Mais si on part du fait que les coureurs comme Merckx, on ne peut pas comparer parce qu'il y avait une moins grosse densité et que la technologie était moins développée et l'entraînement aussi, alors on ne peut pas dire que c'est des époques qui sont donc pas comparables et on ne peut donc pas dire que Pogacar est le meilleur coureur d'histoire. Donc on Ouais. ne fait pas le débat là. Ah oui, Ouais, mais je enfin, n'avais. même si Non. tu enlèves tout ça, tu prends l'an prochain, Pogacar, il aura 5 Tours de France, et voilà, et puis basta, ce sera réglé. Et même au niveau du palmarès, il passera devant. Et du coup, pour finir, moi, je Non, voulais non, dire quand deux même choses. pas. Ouais, C'est il pas vrai, manque c'est quelques pas vrai. trucs. Il manque quand même beaucoup de trucs. Inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous sous-estimez Tadej. Il va prendre sa retraite à 28 ans et il sera déjà Non, bien. à 28 ans, il ira faire du cyclocross et nous. Pardon, Voilà. je dévie du Mais sujet. moi, Elle a regardé moi notre j'ai deux vidéo sur choses le à dire pour cyclocross finir. d'ailleurs. De un, arrêtez de sous-estimer Pogacar. Il peut très bien gagner un sprint massif. Il faut juste qu'il se décide. Et de deux, on dit oui, Eddy Merckx, il affrontait des bouchers, mais c'est Pogacar qui a Dylan Groenewegen dans le même peloton que lui, donc il y a quand même encore des bouchers aujourd'hui quand on voit. Donc voilà, je pense que c'est le mot de la fin. Je vais me permettre à donner votre avis sur notre opinion. N'hésitez surtout pas à écrire des énormes pavés en commentaire pour débattre avec nous. On vous S'il vous répond, plaît, juste un truc. Ne nous Vous êtes insultez pas dans jusque-là, les bravo. commentaires. Ne nous on insultez pas parce répondra qu'il y a eu bien beaucoup de second évidemment. degré aussi. On était avec un petit peu plus de légèreté dans cette vidéo. Donc, des fois, on a pu dire des bêtises. On a peut-être des dates qui sont pas exactes. On a peut-être des trucs. Oui, il n'était C'est pas sûr que boucher, il n'était pas charcutier et il n'était pas traiteur. Les adversaires de Jacques Anquetil, je suis bien au courant. Donc, ne vous énervez pas. 1470, Et ça va bien se passer, comme dirait l'autre. Mais donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et donc à commenter cette vidéo. On vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Salut les Salut. gouttes.